Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Odile Touche. Odile a 36 ans. Séparée de son mari, Olivier Touche, elle mène une vie simple et sans histoire. Agent de sécurité la nuit, elle s'occupe le jour de leur petite Léana, 6 ans. Alors, qui aurait pu vouloir sa mort ? Car le 25 mai 2007, son corps meurtri est retrouvé dans son lit. Elle a été violée et sauvagement agressée. Un crime de rôdeur ? Un cambriolage qui aurait mal tourné ? Les enquêteurs en sont persuadés. Jusqu'à ce qu'ils trouvent chez elle son journal intime. Et là, l'enquête va prendre une tournure bien différente. L'affaire Odile Touche, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Nous sommes le 24 mai 2007. La nuit est tombée sur la banlieue de Lille. Les rues sont désertes. Tout est calme. Ou presque. Car une scène étrange se déroule dans l'une des maisons de ce quartier tranquille. Un mystérieux individu s'est glissé dans le grenier et depuis sa cachette, il observe sa proie. Alors qu'elle sort de sa douche, l'homme se jette sur elle, il la frappe, elle se défend, mais il serre son cou de toutes ses forces et elle s'écroule, sans connaissance. L'homme ne s'arrête pas là. Il attrape une cordelette, l'étrangle et la viole. Le jour se lève enfin. Le calme est revenu dans la maison. L'homme nettoie toutes les traces de son passage, puis il s'évanouit dans la nuit, aussi discrètement qu'il était venu. C'est le début de l'affaire Odile Touche. L'histoire commence à Rovarandin, une petite commune à la frontière des départements du Nord et du Pas-de-Calais, à 35 km de Lille. Rovarandin, c'est une cité minière. Il y a 5-6 000 habitants. Julien Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. On a un gros chevalet au milieu du centre-ville avec un terril sur le côté. C'est beaucoup de petites maisons d'anciens mineurs qui ont été réhabilitées. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai. Et les gens vivent là en communauté. C'est une petite commune assez vivante et les gens se connaissent. C'est au cœur de ce lotissement en périphérie de Douai que vivent Odile Touche, 36 ans, et sa fille Léana, 6 ans. Odile, tous les gens de la cité la connaissaient, donc elle parle à tout le monde. Florence, sœur d'Odile. Elle avait sa petite maison, elle avait sa fille, elle avait tout pour être heureuse. Odile vit seule avec sa fille Léana depuis qu'elle s'est séparée de son mari il y a 2 ans. Un bonheur tranquille, surtout depuis qu'elle a retrouvé un emploi stable il y a quelques mois. Fini les missions d'accueil en intérim, elle est désormais employée à temps plein en tant qu'agent de sécurité. Odile vient de décrocher ce travail. Elle est extrêmement consciencieuse, extrêmement ponctuelle. Emmanuel Rigler, avocat de la famille d'Odile. Et donc, elle est à fond dans ce projet, puisqu'elle est toute seule pour élever cette petite fille. La jeune femme a besoin de ce travail, mais le rythme est difficile. Odile travaille la nuit. Heureusement, elle peut compter sur ses parents, Pierre et Marie-Thérèse, pour s'occuper de sa fille. Elle travaille de 5h à 13h. À 13h, elle appelle ses parents pour dire qu'elle rentre. Et donc, elle passe l'après-midi avec sa fille, Léana. Pour pas avoir à me déposer en plein dans la nuit chez mes grands-parents. Léana, fille d'Odile.
Elle prenait ses précautions, elle m'amenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que je faisais le repas du soir chez mes grands-parents. Chaque soir, c'est le même rituel. Odile dépose sa fille à ses parents, rentre chez elle et se réveille en pleine nuit à 3 heures du matin pour rejoindre le centre commercial où elle travaille. Un rythme bien rodé qui convient parfaitement à Pierre et Marie-Thérèse, ses grands-parents. Ils peuvent ainsi profiter pleinement de leur petite fille, comme on le voit sur ces vidéos familiales. Ils étaient très proches, ils étaient très protecteurs, ils étaient toujours très contents de les voir arriver. Si ma mère avait besoin de quelque chose, mes grands-parents ils étaient toujours là, ils étaient très présents dans la vie de ma mère. Surtout qu'ils habitaient très près. Je suis très très proche d'eux. Odile, Léana et les grands-parents forment une famille soudée. Mais le 25 mai 2007, ce bonheur vole en éclats. Ce vendredi midi, Pierre et Marie-Thérèse viennent de terminer leur déjeuner. Comme chaque jour, ils attendent le coup de téléphone d'Odile. En sortant de son travail, elle les appelle toujours pour leur dire si elle récupère Léana chez eux ou à la sortie de l'école. Mais il est presque 13h30 et toujours aucune nouvelle. Odile a toujours été quelqu'un de ponctuel. Donc s'ils ont vu qu'elle n'était pas rentrée ou qu'elle n'était pas venue chercher la petite, forcément ils se sont inquiétés. Elle n'est pas du genre à perdre une minute sans sa fille. C'est une vie totalement réglée, c'est une vie de gens extrêmement simples, qui a des habitudes. Et cette famille s'affole trouvant quelque chose d'anormal ce jour-là. Ils ont essayé d'appeler à son travail et là ils ont dit qu'elle ne s'était pas présentée. Le matin, elle n'était pas là. Ils se sont dit, bon, peut-être elle dort, peut-être elle est malade et elle est restée chez elle dormir. Odile n'est pas du genre à s'absenter sans prévenir. Pierre et Marie-Thérèse se rendent à son domicile. Sur place, un détail les frappe immédiatement. La voiture de leur fille n'est pas garée devant la maison. Mais alors, si elle n'est ni au travail, ni à son domicile, où est-elle ? Pierre veut la retrouver au plus vite pour se rassurer. Il a essayé de rentrer au domicile d'Odile. Yvan, beau-frère d'Odile. Bon, les portes étaient fermées, il n'a pas réussi à rentrer, il a fait un peu le tour. Tout était fermé. La voisine, elle avait les clés, donc parce que ma sœur a laissé son double à sa petite voisine à côté, donc maman est allée chez la voisine chercher le double. Dévoré par l'inquiétude, le couple ouvre enfin la porte. La maison est plongée dans la pénombre. Tous les volets sont fermés. Pierre demande à sa femme de l'attendre à l'extérieur. Il va trouver une maison rangée, une maison en état. Il se dit que sa fille n'est pas là. Et donc, il fait quand même un tour de la maison par acquis de conscience. Mais dans les premiers mètres qu'il fait dans cette maison, il a vraiment le sentiment qu'elle est vide. Pierre fouille le salon, la cuisine, mais aucune trace de sa fille. Il cherche son sac à main ou son portable, mais il n'y a rien qui traîne. Pierre s'apprête donc à quitter les lieux. Il jette un dernier coup d'œil dans la chambre et c'est là qu'il l'aperçoit. Elle était sous la couette, couchée sur le côté, et il y avait quelque chose qui s'était écoulé de sa bouche. Leur première impression, ça a été ça. Elle n'est pas allée travailler, elle est chez elle, parce qu'elle est malade, effectivement, voilà, elle a vomi. Pierre tente immédiatement de réveiller sa fille. Il l'appelle une fois, 2 fois, pas de réponse. Il s'approche alors doucement du lit. Il la secoue pour la réveiller et puis là il se rend compte de quelque chose d'anormal. Elle réagit pas normalement, il la voit toute décoiffée sur le lit. C'est en la secouant, en lui disant « Mais que fais-tu ? Qu'est-ce qui se passe ?» Hervé Vlaminck, commissaire principal de la PJ de Lille. Il va s'apercevoir que sa fille est inerte. Pierre est sous le choc.
Il pense que sa fille a fait un malaise et qu'elle est inconsciente. Il sort en trombe de la maison. Le premier réflexe a été d'appeler les pompiers. Maman est repartie de suite à la maison, elle en a parlé aux voisins. Enfin, c'était mon père en a parlé aussi aux voisins proches. Et après, ils ont attendu que les pompiers arrivent. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont sur place. Ils se précipitent auprès d'Odile pour lui porter les premiers secours, mais très vite, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus rien pour elle. Ils se rendent compte que, effectivement, sa fille est gisante dans son lit. Elle est couverte de bleu, vraiment couverte de bleu. C'est un corps qui est littéralement déformé. On se rend compte vite qu'elle a été victime de violences atroces. Les pompiers ne s'attendaient pas à cela. Ils venaient pour un malaise et ils font face à une jeune femme morte qui semble avoir été massacrée. C'est à eux que revient la lourde tâche d'annoncer le décès aux parents, restés à l'extérieur. C'est un choc absolument terrible, bien évidemment. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai. Parce que ils ont une relation très très proche. C'est un véritable chaos qui va les atteindre, cette famille. C'est quelque chose d'épouvantable. C'était l'incompréhension et le drame. En une seconde, la vie de Pierre et Marie-Thérèse s'écroule. Leur fille chérie est décédée. Le couple est effondré. Les pompiers appellent immédiatement la police et c'est Hervé Vlaminck, commissaire principal à la PJ de Lille, qui est chargé de l'affaire. On reçoit simplement une information urgente. Le corps d'une dame a été retrouvé chez elle. La mort est inconnue. Ce qui la rend suspecte surtout, c'est la disparition du véhicule. Il est environ 15 heures ce vendredi 25 mai 2007 quand les policiers arrivent sur place. Ils commencent immédiatement leur enquête. Le médecin légiste examine le corps d'Odile pour comprendre comment elle a été tuée. Et là, on se rend compte, bien évidemment, que cette jeune femme a été rouée de coups. Je pense que le terme de massacré n'est absolument pas exagéré en ce qui concerne l'état du corps de Madame Touche. C'est un crime ordurier, un crime barbare. Le médecin note de nombreuses ecchymoses et des griffures. Pour lui, c'est évident, Odile s'est débattue avant de mourir. Le médecin légiste va mettre au jour un certain nombre d'éléments au niveau des avant-bras, des ongles, des mains, qui sont caractéristiques lorsque la personne va opposer une défense. Le médecin est formel, une violente bagarre a eu lieu entre Odile et son agresseur. Très vite, il émet une première hypothèse sur la cause du décès. C'est très facile aussi de se rendre compte, en raison des lésions qu'elle a au niveau du cou, qu'elle a fait l'objet d'une strangulation. Odile est morte étranglée, mais les marques sur son cou étonnent les enquêteurs. Il y a 2 sillons différents. Emmanuel Rigler, avocat de la famille d'Odile. Et qui montrent que manifestement, ça n'est pas le même mode opératoire pour les deux. Il y a la trace des mains, mais il y a aussi un sillon profond qui laisse envisager qu'elle a pu être également étranglée à l'aide d'un lacet ou d'un lien quelconque. Les policiers, pourtant habitués aux scènes de crime les plus sordides, sont stupéfaits par ce déferlement de violence. Une double marque de strangulation, comme si l'agresseur avait voulu s'assurer qu'elle soit bien morte. Et le médecin légiste remarque d'autres sévices. On va découvrir des hématomes au niveau de l'entrejambe qui vont présenter une apparence suspecte. Les constatations au niveau gynécologique permettent d'envisager l'existence d'un viol avant même que l'autopsie ne soit menée. Voilà les premiers éléments. Donc on est face à quelque chose de terrible. C'est un meurtre extrêmement violent. Les enquêteurs viennent de découvrir une scène de crime barbare. La victime a été rouée de coups, violée et étranglée. La première question qu'ils se posent, c'est qui
qui aurait pu lui en vouloir au point de la massacrer avec une telle violence? De l'autre côté du village, le cauchemar continue pour Marie-Thérèse et Pierre. Anéantis, ils sont rentrés chez eux. Ils peinent encore à réaliser ce qui vient de se passer. Odile a été tuée. Ils préviennent Florence, leur fille aînée, qui habite dans le centre de la France. Nous, on était à la maison, à Tulle. On a appris le décès. C'est ma belle-mère qui a téléphoné à mon épouse et qui lui a dit « Ta sœur est décédée ». Yvan, beau-frère d'Odile. Sur le coup, elle n'y croyait pas. Elle lui a demandé « Mais non, elle est peut-être malade, elle est peut-être pas bien, les pompiers sont sur place », parce qu'elle lui avait dit que les pompiers étaient là. Ils vont la ranimer, ça va s'arranger. Et c'est qu'après, quand elle m'a rappelé pour me dire il y a la police scientifique. Florence, sœur d'Odile. Voilà, on peut plus rentrer, la maison va être sous scellée. Là, on prend conscience que c'est vrai, quoi. Toute la famille est accablée par la douleur et l'incompréhension. Et la nouvelle va être encore plus terrible pour Léana, la fille d'Odile. On est venu m'expliquer avec des mots, on va dire, assez appropriés. Léana, fille d'Odile. Que ma mère, j'avais pu la revoir, qu'elle était décédée, que j'allais habiter peut-être avec mes grands-parents ou avec de la famille. Et que malheureusement, c'était son dernier jour pour elle. Elle a dit « Mais non, c'est pas possible. Ma maman, ce matin, elle allait travailler. Non. » Donc, c'est compliqué pour une petite fille qui quitte sa maman en bonne santé et qui lui dit à tout à l'heure. Et puis après, on vient lui dire « T'as plus de maman. » En quelques instants, la petite fille voit son monde s'écrouler. À 6 ans, elle vient de perdre sa maman. C'était proche de la fête des mères. Et elle avait fait un cadeau, elle avait fait un poème pour sa maman. À 6 ans, on a du mal à s'imaginer qu'on ne verra plus sa mère. On a du mal à s'imaginer qu'à 6 ans, on n'aura plus de mère et qu'on va devoir faire notre vie sans elle. Léana, elle disait à mon père, mais papy, mais maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? C'est mon père, ça lui crevait le cœur. Elle lui disait ça, le soir, qu'est-ce que je vais devenir? Pendant ce temps-là, au domicile d'Odile, les enquêteurs continuent leurs investigations. Ils passent au crible chaque pièce de la maison. L'objectif, retrouver une empreinte, un ADN, un indice qui leur permettrait d'identifier le meurtrier. On cherche, il n'y a pas un vêtement, un mégot de cigarette, un verre utilisé. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai. Toute une série d'éléments matériels qui permettent de construire les premières hypothèses. Mais rapidement, les policiers déchantent. Ils font face à un meurtrier méthodique qui n'a rien laissé derrière lui. À ce stade, leur seule certitude, c'est que le sac à main, le portable et la voiture de la victime ont disparu. Ils émettent alors une première hypothèse. On peut penser à quelqu'un qui serait rentré, un cambriolage qui aurait mal tourné, la personne qui est surprise par Odile. Le cambrioleur la tue, vole la voiture, s'en va. C'est la première piste qui semble probable. Un cambriolage qui tourne au drame, les policiers ont malheureusement l'habitude d'en rencontrer. Ils choisissent d'explorer cette piste. Ils fouillent la maison pour découvrir comment le voleur a pu y pénétrer. Mais rapidement, un détail les chiffonne. La police se rend compte qu'il n'y a pas d'effraction. Tout est en ordre, c'est propre,
n'y a pas de traces de lutte, pas de sang sur les murs. Julien Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Pour les policiers au départ, c'est un travail qui s'annonce difficile. Et on se demande vraiment comment la scène a pu se dérouler. Les enquêteurs supposent qu'Odile connaissait son agresseur. C'est pour cette raison qu'il est entré sans commettre d'effraction. Pour tenter de le coincer, ils vont alors parier sur la technologie. Le voleur a emporté le téléphone d'Odile. Ils vont essayer de le localiser. On va géolocaliser le téléphone, c'est-à-dire qu'on va demander à l'opérateur. Hervé Vlaminck, commissaire principal de la PJ de Lille. De nous faire un suivi du téléphone pour déterminer où celui-ci se trouve, à supposer qu'il soit allumé. En attendant les résultats de la géolocalisation, les policiers lancent des recherches pour retrouver la voiture d'Odile. Elle pourrait révéler de précieuses informations sur le malfaiteur, comme des empreintes ou de l'ADN. Il y a des décisions urgentes qui sont prises. La première d'entre elles, c'est la diffusion au niveau national et en Belgique du véhicule d'Odile. Les enquêteurs ont d'autant plus besoin de la Clio qu'elle pourrait permettre d'expliquer le mobile du crime. Si c'était un rôdeur qui avait voulu commettre un cambriolage, un homejacking. La nuit tombe à présent sur Rovarandin. Les policiers devront patienter quelques jours en espérant que la téléphonie et les recherches sur la voiture portent leurs fruits. Mais en attendant, le commissaire Vlaminck a bien l'intention d'avancer pour retrouver au plus vite le meurtrier. Le lendemain, le commissaire Vlaminck charge ses hommes d'en apprendre plus sur la vie d'Odile Touche. Il veut tout connaître, ses habitudes, son passé et surtout son entourage, car il pense que le malfaiteur pourrait bien être l'un de ses proches, ce qui expliquerait qu'il soit entré sans effraction. Ma belle-sœur, elle était enjouée, elle était le cœur sur la main, donc. Et beaucoup de copains, beaucoup de connaissances. C'est vraiment quelqu'un de serviable. Toujours prête à rendre service, toujours prête à aider. Quand on allait la voir, il y avait toujours quelqu'un à la maison. Une voisine, une copine, un copain, plusieurs, des repas. C'était vraiment quelqu'un qui aimait la vie. Odile est une enfant du pays. Elle mène une enfance et une adolescence heureuses, choyées par Pierre et Marie-Thérèse. Hôtesse d'accueil dans un hôpital, elle partage son temps entre son travail et ses amis. C'est lors d'une soirée en boîte de nuit à 24 ans qu'elle rencontre son futur mari. Il s'appelle Olivier Touche. Il a le même âge qu'elle. Il travaille à l'usine et, comme Odile, il est ch'ti. Un garçon sans histoire. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils avaient l'air heureux, ils rigolaient, ils avaient l'air assez complices. Ils étaient bien, ils partaient en vacances, ils ont changé la voiture, donc c'était la continuité de tout, ils faisaient plein de choses. Le 17 mars 2000, les amoureux se marient à Rovarandin. Pierre, le père d'Odile, conseiller municipal, est heureux de célébrer leur union. Mademoiselle Odile Marie-Thérèse Paulet, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Olivier Pierre-Michel Touche, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Oui, ma sœur était super contente. Florence, sœur d'Odile. C'était émouvant et puis c'était... quelque part, elle était fière aussi. Même mon père aussi, il était fier de marier sa fille. Les vidéos tournées pendant le mariage témoignent du bonheur des deux tourtereaux. Surtout qu'ils attendent un heureux événement. Ma sœur, quand elle s'est mariée, elle attendait Léana. C'était un secret, mais pas pour la famille, quoi. Enfin, moi, je le savais toujours. En 2000, Léana voit le jour. Ses parents sont fous de joie et Odile s'épanouit pleinement dans son rôle de maman. Elle arrête même de travailler
pour se consacrer à l'éducation de sa fille. C'est une jeune femme très courageuse, très dynamique, qui élève sa petite fille avec beaucoup d'amour. Elle était épanouie, elle était contente, elle était heureuse. Elle m'aimait énormément. Elle me montrait dès qu'elle pouvait m'apporter quelque chose. Elle était énormément câline. Léana, fille d'Odile. Enfin, vraiment, j'avais une mère exceptionnelle. Mais ce bonheur tranquille ne va pas durer. Chez les Touches, les fins de mois sont difficiles et les querelles se multiplient. Odile reproche à son mari d'être trop dépensier et trop jaloux. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas qu'elle reprenne un emploi comme elle le souhaite. Petit à petit, Odile et Olivier s'éloignent l'un de l'autre. Au fil du temps, on s'est aperçu que c'était plus tout rose comme au début. On voit quand même qu'il y a des tensions, des regards qui sont pas pareils, des rires qui sont plus les mêmes. Yvan, beau-frère d'Odile. Des positions qui sont un peu plus distantes quand on était au cours des repas de famille. J'étais petite, mais j'ai compris que mes parents n'étaient plus ensemble. Ma mère m'avait expliqué que je verrais mon père pas le même jour que le jour de ma mère. Ils avaient à avoir un jour de garde. Après 5 ans de mariage, Odile et Olivier se séparent. Malgré leur rupture, le couple garde de bonnes relations et s'entraide. Olivier, qui a perdu son emploi à l'usine, est souvent à court d'argent et Odile est toujours là pour le dépanner. Il a la chance d'avoir eu comme compagne une femme qui n'a pas beaucoup de revenus, pas beaucoup d'argent. Emmanuel Rigler, avocat de la famille d'Odile. Mais qui continue de lui tendre la main, qui continue de l'aider. Elle avait le cœur sur la main, ma belle-sœur. Ça avait été son mari. Là, il ne l'était plus. Mais il restait quand même le père de sa fille et elle supportait pas de le voir dans cet état précaire. Et Odile continue à avoir des relations quasi quotidiennes avec son ex-mari. Julien Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Elle est maternelle, elle lui lave son linge, elle lui prête de l'argent, elle le dépanne régulièrement. Si Odile reste proche d'Olivier, elle réorganise courageusement sa vie de mère célibataire. Elle reprend le travail, ainsi qu'une vie sociale entourée de ses amis et de sa famille. Elle a une vie qui est extrêmement ordonnée. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai. Avec son travail, sa petite fille, dès qu'elle peut, elle va la chercher à l'école, ses relations avec ses parents. Alors elle sort effectivement, mais avec des gens qui sont des gens de son âge, qui sont des gens très agréables. Ce qu'il découvre au sujet d'Odile laisse les enquêteurs perplexes. Une maman attentionnée, une femme équilibrée, qui ne semble avoir aucun ennemi. Mais alors, qui a pu s'en prendre à elle ? 24 heures après la découverte du corps, les policiers n'en ont pas la moindre idée. Leur seul espoir, retrouver au plus vite le téléphone et la voiture d'Odile pour avoir enfin un début de piste. À quelques kilomètres du commissariat, la famille d'Odile continue à vivre comme elle le peut, dans la tristesse et l'incompréhension. Tous s'occupent de Léana et l'entourent du mieux qu'ils peuvent. Ce sont des gens d'une dignité incroyable, ce sont des gens qui rangent leurs larmes, ce sont des gens qui cachent leur chagrin, qui se retrouvent effectivement avec une fille morte, une petite fille qu'il va falloir gérer et protéger alors qu'ils se savent vieillissants. Mes grands-parents ont réussi à me montrer qu'ils n'étaient pas tristes, me montrer que, pour pas que moi je sois triste. Quand je sortais avec mon grand-père ou qu'on faisait des tours, la plupart du temps, les gens venaient vers nous et nous disaient « Écoutez, mes condoléances, désolé pour la petite ». Bon, on est toujours dans l'attente de ce qui va se passer, de l'évolution de l'enquête. Mais au niveau de Léana, on essayait de pas trop lui montrer l'angoisse permanente qui nous préoccupait. On essayait de vivre normalement. Tous les membres de la famille sont suspendus au progrès de l'enquête. Eux aussi se demandent qui pouvait en vouloir à Odile. C'est incompréhensible.
Mais l'affaire ne va pas tarder à connaître un rebondissement. Samedi soir, le lendemain de la découverte du corps, il est 20h. Le commissaire Vlaminck est déjà rentré chez lui, frustré de cette enquête qui piétine. Mais sa soirée va tourner court. La permanence m'appelle en me disant qu'il y a un témoin important qui souhaiterait me parler. Hervé Vlaminck, commissaire principal de la PJ de Lille. Pour porter à ma connaissance une information qu'elle juge étrange. Au bout du fil, une jeune femme. Elle s'appelle Sabrina et elle a des révélations importantes à faire au sujet du meurtre d'Odile Touche. Au téléphone, Sabrina est troublée. Elle explique au commissaire l'objet de son appel. Olivier Touche, l'ex-compagnon d'Odile, vient de lui envoyer un SMS. Apparemment, il n'est pas au courant de la mort de son ex-femme. Olivier envoie un texto à Sabrina, lui demandant qu'Odile le rappelle puisqu'il n'a pas de nouvelles. Mais ce qui interpelle Sabrina, c'est qu'elle ne connaît pas Olivier et qu'il n'a pas son numéro de téléphone. Alors comment se l'est-il procuré ? C'est pas tellement l'appel téléphonique qui va nous surprendre, c'est les conditions dans lesquelles il va accéder à la connaissance du numéro. Ça, c'est important. Sabrina soupçonne qu'il l'a récupéré dans le portable d'Odile, ce portable qui a disparu depuis le meurtre. Et cela fait d'Olivier un suspect potentiel. Malgré l'heure tardive, le commissaire le convoque sur le champ. Je l'appelle, je me présente, je ne lui dis strictement rien, si ce n'est que il est arrivé quelque chose à son épouse et on souhaiterait le rencontrer pour en parler et recueillir son témoignage. Il est vraiment imperturbable et il reste marbre. Il est 22h quand Olivier, l'ex-mari d'Odile, se présente au commissariat. Les enquêteurs font face à un homme calme et curieux de connaître l'objet de la convocation. On lui dit simplement que sa femme a été retrouvée morte et qu'après les premiers éléments de l'enquête, on peut penser qu'elle a été tuée. Point. Rien de plus, rien de moins. Olivier met plusieurs minutes à réaliser, puis d'un coup, il s'effondre et il éclate en sanglots. Le commissaire attend qu'il reprenne ses esprits, puis il en vient à la question qui l'intéresse. Comment s'est-il procuré le numéro de Sabrina ? Olivier répond du tac au tac. Il explique qu'Odile lui a confié certains numéros à appeler en cas d'urgence s'il n'arrive pas à la joindre et s'il y a un problème avec Léana, avec ses parents. Après, c'est pas illogique. Il appelle son épouse, il n'a pas de nouvelles, il peut s'orienter vers les proches. Olivier est formel. Odile lui a laissé une liste de personnes à joindre en cas d'urgence et le numéro de Sabrina en fait partie. Le commissaire l'interroge alors sur son emploi du temps le soir du crime. Le jeudi, il va dire qu'il est malade, qu'il a une migraine, qu'il va rester chez lui à regarder la télé, il va pouvoir nous donner 1 ou 2 éléments de programme qu'il aurait regardé, mais en tout cas, il est resté surdoué, il n'est pas allé sur Ovarandin. Olivier leur raconte les séries et les émissions qu'il a regardées pendant ces 2 jours. Et il donne des détails, horaires, titres, contenu. Le commissaire fait immédiatement vérifier ces informations qui se révèlent toutes exactes. Il interroge alors Olivier à propos d'Odile et il va être très surpris de ce qu'il va lui raconter. Il va la décrire comme une femme un petit peu frivole, un volage, qui passe beaucoup de temps sur Internet au lieu de s'occuper de son foyer. Depuis leur séparation, Odile a enchaîné relation sur relation. Il nous dépeint quelqu'un de déluré, en fait. Quelqu'un de facile et de déluré. Olivier explique qu'il y a 2 ans, il a offert un smartphone à Odile et que depuis, la jeune femme chatte sans cesse avec des hommes sur des sites de rencontres et multiplie les aventures d'un soir.
présente sa femme, son ex-femme, comme quelqu'un qui serait capable de coucher avec n'importe qui, n'importe quand. Julien Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Qui vivrait chez elle un défilé d'hommes sans retenue. Qu'il vivait avec une femme avec une double, une triple, une quadruple vie. Emmanuel Rigler, avocat de la famille d'Odile. Qu'elle était volage, qu'elle était infidèle. Le commissaire est stupéfait par le témoignage d'Olivier Touche. Bien loin de la jeune femme équilibrée et entièrement dévouée à sa fille qu'on lui a dépeint jusque-là. L'enquêteur échafaude immédiatement une nouvelle hypothèse. Si le mari dit vrai, peut-être qu'un amant de passage ou un détraqué rencontré sur Internet a pu s'en prendre à Odile. Les policiers se lancent au plus vite sur cette nouvelle piste. Le lendemain matin, 3 jours après le meurtre, les enquêteurs se rendent à nouveau au domicile d'Odile et saisissent son ordinateur. Ils veulent lire ses mails et consulter les sites de rencontres qu'a évoqué son ex-mari. Peut-être y trouveront-ils une trace du meurtrier. Mais les policiers vont déchanter. Aucune trace de site de rencontre. En revanche, ils font une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas. On va récupérer l'ordinateur qui va être soumis à un premier examen rapide. Et cet examen va révéler l'existence de photos à caractère érotique et pornographique. Les policiers n'en reviennent pas. Odile Touche, que tous ses proches présentent comme une femme sans histoire, s'affiche sur des photos érotiques. Mais très vite, un détail attire leur attention. Il était évident, même pour des yeux profanes, qui étaient les nôtres, que c'était des montages grossiers, en fait. Hervé Vlaminck, commissaire principal de la PJ de Lille. Il y avait des disproportions entre la tête et le reste du corps, mais vraiment, c'était des faux grossiers. Bien évidemment, elle n'a jamais posé pour ce genre de photographie. Les policiers sont sidérés. Pourquoi Odile possède-t-elle ces photomontages pornographiques ? Ils décident de fouiller cet ordinateur de fond en comble. Ils le confient à leurs experts en informatique, capables d'ouvrir n'importe quel fichier. Et ils ne tardent pas à faire une trouvaille. Un fichier caché de l'ordinateur qui contient plus de 60 photos. Odile y apparaît entièrement nue, et cette fois, sans trucage. Il y a des photos d'elle prises notamment en contre-plongée, du haut. Alors on a l'impression que c'est une caméra de vidéosurveillance qui l'a peut-être filmée. On la voit nue dans la douche de sa salle de bain. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai. Elle le pose pas, quoi. Elle se met pas en situation. C'est pour le moins très surprenant qu'on retrouve dans l'ordinateur d'Odile des images d'elle, des photos d'elle, souvent nues. On a l'impression d'avoir des images d'elle volées, en tout cas prises par des caméras cachées. Décidément, cet ordinateur est une véritable mine d'or. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Car en plus des photos de nus et des photomontages, ils mettent la main sur un autre fichier. C'est un journal intime qu'elle a rédigé depuis plusieurs années. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, les enquêteurs vont dévorer chacune des pages. Ce carnet intime contient moult détails qui sont plus désagréables les uns que les autres. Odile y raconte son quotidien avec sa fille et son mari, alors qu'ils étaient encore ensemble. Et ce qui va étonner les policiers, c'est la façon dont elle dépeint son compagnon. Il serait colérique et ne cesserait de la harceler. C'est un homme qui a effectivement manqué de respect en permanence à Odile. Et les violences conjugales s'accompagnent de harcèlement, de critiques, qui consistent à rabaisser la personne, à l'abaisser. Samedi 11 septembre, il s'approche de moi, commence à me toucher. Je croyais qu'il allait me violer. J'ai eu peur et j'ai crié après ma fille. « Au secours, Léana, viens vite, au secours !» Il s'est vengé et m'a donné une énorme claque,
que j'ai senti sur ma joue pendant plus d'une demi-heure. Odile explique dans son livre, ce n'était pas rare qu'il la force à avoir des relations sexuelles. C'est l'horreur. Samedi 16 octobre, je me dis toujours que les choses finiront par s'arranger, qu'il va arrêter de me harceler verbalement et de me provoquer. Surtout que je ne dis jamais rien et qu'il va finir par comprendre que ce qu'il fait subir est vraiment méchant. Un quotidien infernal fait de brimades et d'humiliations. En découvrant ce journal, les policiers n'en croient pas leurs yeux. Ils savaient qu'Odile et Olivier ne s'entendaient plus, mais ils ne soupçonnaient pas un tel enfer. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le commissaire Vlaminck décide d'entendre la famille de la victime. Il commence par Pierre, le père d'Odile, et il va être stupéfait par ce qu'il va lui apprendre sur Olivier, l'ex-mari de sa fille. C'est un garçon qui n'a pas la valeur travail. Quelqu'un qui, au contraire, est dans une pleine société de consommation, qui n'a vraiment pas beaucoup travaillé dans sa vie, ce qui fait donc de lui quelqu'un qui n'a pas le sens de l'argent et de la difficulté à le gagner. C'est mon père qui lui a trouvé un travail. La plupart du temps, il était en arrêt maladie, il n'y allait pas. Florence, sœur d'Odile. Il s'est fait licencier. Il a touché une prime de 46 000 €. Donc là, c'était le pactole qui arrivait. Donc plutôt que de le placer, il a acheté des voitures. Il a payé un voyage à une amie de ma sœur. En quelques mois, cette prime de licenciement était dilapidée. Julien Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Alors c'est l'engrenage des dettes. Olivier Touche a un rapport maladif avec l'argent. Quand j'étais petite, dans ma chambre, j'avais une petite tirelire où je faisais mes économies. Léana, fille d'Odile. Mon père, il est un jour venu, un soir, la récupérer. Et toutes mes économies, je les ai jamais revues. Son beau-père accuse même Olivier de monter des arnaques pour se faire de l'argent. Il avait essayé de monter une escroquerie à l'assurance. Yvan, beau-frère d'Odile. Avec un ami à lui. Il avait dit qu'il allait brûler sa voiture et faire croire qu'on avait volé la voiture pour se faire rembourser l'intégralité de la voiture par son assureur. Sa vie n'est que filouterie, roublardise et arnaque. Olivier est criblé de dettes. Ses problèmes d'argent rejaillissent sur le couple et les disputes se déroulent parfois en présence de Léana. Ma mère avait passé des sous à mon père pour aller à la boulangerie, aller récupérer le pain. Elle a préféré aller acheter des jeux à gratter. Ouais, elle s'est un petit peu énervée. Et pour on va dire, se venger, il lui a renversé une bouteille de lait sur la tête. Et je l'ai déjà vu pleurer, même plusieurs fois. Elle me disait de faire attention à lui, que quand il faisait ce genre de choses, que j'allais me cacher dans ma chambre. Dans le bureau des enquêteurs, Pierre raconte qu'Odile était très malheureuse, qu'elle voulait divorcer, mais qu'Olivier refusait. Le moment où elle s'est rendue compte qu'il ne changerait pas, qu'il n'évoluerait pas. Emmanuel Rigler, avocat de la famille d'Odile. Là, elle va se décider à prendre les choses à bras-le-corps et à saisir les juges aux affaires familiales. Elle voulait divorcer. Lui, chaque fois qu'il y avait des convocations, n'y allait pas. Donc il repoussait les choses au maximum. Le commissaire Vlaminck est perplexe. On lui dépeint un mari voyeur, manipulateur, qui met sa femme en scène dans des montages pornographiques, mais cela ne fait pas de lui un meurtrier. Le commissaire doit trouver des preuves tangibles. Comme il n'a toujours pas mis la main sur la voiture ni sur le téléphone d'Odile, il lance une recherche sur la géolocalisation du téléphone de son mari. Il veut vérifier s'il était vraiment chez lui, comme il le prétend, au moment du meurtre. 10 jours plus tard, le commissaire reçoit les conclusions du service des recherches en téléphonie et elles sont implacables. Olivier a menti. Les bornes que son téléphone portable a activées sont des bornes à Rovarandin à plusieurs kilomètres de là. Hervé Vlaminck, commissaire principal de la PJ de Lille.
Donc par définition, il y a un problème. Comment se fait-il que son téléphone se soit retrouvé à Rovarandin alors que lui dit qu'il n'a pas bougé de Douai? Et donc, qu'a-t-il à cacher et pourquoi ment-il sur l'endroit où il était, si ce n'est qu'il est en rapport avec le crime? L'information confirme les soupçons des enquêteurs. Olivier était à proximité du domicile d'Odile le soir où elle a été tuée. Mais pour le commissaire Vlaminck, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il veut, ce sont des aveux. Il appelle immédiatement Olivier Touche et prétexte une audition supplémentaire. Dès son arrivée au commissariat, il commence à l'interroger. Face à lui, Olivier ne laisse rien paraître. Il se doute nécessairement qu'un certain nombre d'éléments ont été réunis à son encontre. Il est là, il est assis, un peu bon élève, il attend que ça se passe et il attend de voir ce qu'on a. Le commissaire sait qu'il a toutes les cartes en main pour faire vaciller son suspect. Il lui présente d'abord le journal intime et les photos de nu. Puis il dégaine la géolocalisation de son téléphone. Olivier est pris au piège et il passe aux aveux. Il explique qu'il est parti de chez lui à Douai à pied, qu'il est allé jusqu'à Rovarandin, à 4-5 km, et qu'il est rentré donc chez sa femme en passant par une fenêtre. On est en pleine nuit, il est 1h du matin, il entre dans la maison, ne va pas voir sa femme, il se cache dans le grenier et décide d'attendre. Cet homme a percé des trous dans ce grenier qui lui permettent de voir ce qu'il se passe au rez-de-chaussée de la maison. Il va se terrer, il va observer la vie dans cette maison. Il prend de l'eau, des biscuits et attend à épier sa femme, à la voir se doucher, à la voir se lever. Il explique ce temps passé à l'observer parce qu'il avait besoin de savoir. Il voulait connaître toute sa vie et aussi par cette volonté d'avoir cette emprise sur elle. En fait, il avait du mal un peu à faire le deuil de cette relation parce qu'il sentait qu'elle lui échappait en fait. Les policiers n'en reviennent pas. Olivier leur raconte qu'il est resté presque 18 heures caché dans le grenier. Il explique qu'il venait en fait demander de l'argent à sa femme et qu'il attendait le bon moment pour lui en parler. En début de soirée, Odile revient à la maison après avoir déposé Léana chez ses parents. Et comme chaque soir, elle prend une douche. C'est à cet instant qu'Olivier descend des combles. Il attend qu'Odile sorte de la douche pour surgir. À ce moment-là, Odile n'a ni son téléphone, elle est à peine habillée. Le ton monte entre eux, ils sont pas d'accord sur des problèmes d'argent. Et là, prétend-il, il tombe sur une femme qui se moque de lui, qui lui dit oh, « de toute façon, t'es un bon à rien, voilà ». Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai. Tu vas finir sous les ponts, tu verras plus ta fille. Et c'est là où il va se jeter sur elle, qu'il va la frapper, il peut plus se maîtriser. Il la saisit à la gorge, serre très fort et elle s'évanouit. Quand on l'interroge sur le sillon qu'elle a autour du cou, il va dire tranquillement, après, eh bien, j'ai décidé de l'achever d'une certaine manière. Et je suis allé dans le garage, chercher une cordelette et je l'ai étranglée avec. Olivier explique qu'il l'a tuée sur un coup de sang. Odile s'est moquée de lui. Mais il ne s'arrête pas là. Après l'avoir étranglée, il la viole. Il va déclarer aussi que, comme c'était son épouse et qu'elle se donnait facilement à d'autres hommes, eh bien, ça légitimait un rapport sexuel. C'est sordide. On est au summum du sordide. Olivier raconte ensuite aux enquêteurs qu'il était dans un état second et qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait tout cela. Il explique que sa femme le rendait fou de jalousie, mais se défend de toute préméditation. Après avoir réalisé la gravité de ses actes, il dit qu'il a tenté d'effacer toutes les preuves de sa venue.
Cet homme va faire effectivement preuve d'un sang-froid totalement incroyable. Olivier, après avoir violé sa femme, va se doucher. Julien Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Se sèche avec les serviettes, retire absolument toutes les serviettes, les met dans un sac poubelle, nettoie absolument toutes les pièces, toutes les traces qu'il aurait pu laisser, emporte avec lui les biscuits, la boisson qu'il avait dans le grenier. Il se saisit du sac à main, il prend même soin effectivement d'emmener le véhicule. Emmanuel Rigler, avocat de la famille d'Odile. Donc ça n'est pas pour assurer sa fuite, mais c'est pour faire croire à l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné et d'un rôdeur. Avant de repartir chez lui, Olivier jette les effets personnels d'Odile ainsi que son préservatif dans différentes poubelles de la ville. Puis il abandonne la voiture sur un parking de Douai. Le commissaire Vlaminck a désormais toutes les pièces du puzzle. La version que vient de donner Olivier Touche correspond aux éléments relevés sur la scène de crime. 12 jours après la mort d'Odile, l'homme est mis en examen pour vol, assassinat et viol. Il est transféré à la maison d'arrêt d'Arras. Pour la famille d'Odile, la révélation de l'identité du meurtrier est un traumatisme supplémentaire. Il était voleur, il était joueur, il était imbu de sa personne, il était affabulateur, oui. Yvan, beau-frère d'Odile. Mais meurtrier, jamais on n'aurait pensé qu'il aille jusqu'à être meurtrier. J'espérais que ce soit pas mon beau-frère. J'espérais. Florence, sœur d'Odile. Je me disais, ne serait-ce que pour sa fille. On se dit, c'est pas possible. Le plus important, c'est qu'il a quand même tué la mère de sa fille. C'est ça le plus important. Parce que finalement, vous avez une victime par ricochet dans cette histoire. Vous avez une petite fille de 6 ans qui perd sa mère, et puis vous avez aussi une petite fille de 6 ans qui perd son père. Les proches d'Odile sont dévastés. Tous attendent maintenant avec impatience que justice soit rendue. Mais le procès va être pour eux une nouvelle épreuve. « 26 mai 2009, presque 2 ans jour pour jour après la mort d'Odile, le procès d'Olivier Touche se tient à la cour d'assises de Douai. La grande question est de savoir s'il y a eu ou non préméditation. Et l'enjeu est primordial. Si le meurtre est retenu, Olivier risque 5 à 10 ans de prison de moins que pour un assassinat. Les jurés vont devoir trancher. Dès l'ouverture du procès, le ton est donné. Olivier et son avocat nient. Ils nient les violences commises sur Odile pendant le mariage. Ils nient être l'auteur des photomontages et des photos volées. Ils récusent aussi toute préméditation du meurtre. L'avocat de la défense invoque le crime passionnel. Pour appuyer cette version, les membres de la famille d'Olivier viennent un à un témoigner à la barre. Alors les témoignages de la famille d'Olivier, sauf erreur de ma part, il y en avait presque une vingtaine, vont permettre à Olivier d'étayer sa version qui est de dire Odile avait une vie dissolue, elle avait des relations sexuelles avec plein d'hommes différents. Sa famille a essayé de salir ma sœur au maximum. Ils l'ont fait passer vraiment pour une traînée qui aguichait les maris des belles-sœurs, qui montrait sa culotte. Mais les témoignages n'ont pas vraiment d'impact. Non seulement ils agacent la cour et l'avocat général, mais en plus, ils enferment Olivier dans un mensonge qui le détruit peu à peu. Ces témoignages tombent à l'eau, car l'enquête des policiers démontre que les accusations d'Olivier sont fausses. Odile n'a jamais mené cette vie débridée qu'il a décrite. L'avocat général requiert une peine exemplaire. Je requiers la perpétuité dans des affaires qui sont des affaires très très graves. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai.
Lorsqu'on tombe sur des auteurs pour lesquels je ne trouve pas de circonstances atténuantes, des crimes particulièrement odieux, celui-ci, à mon avis, en fait largement partie. Au moment de rendre le verdict, toute la salle est suspendue aux lèvres du président de la Cour. À la première question, Olivier Touche est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Odile Pollet? La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la deuxième question, Olivier Touche a-t-il agi avec préméditation? La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. Donc la Cour et le jury, à la majorité absolue, vous condamnent M. Touche à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Les jurés ont retenu la préméditation. Olivier Touche est condamné à 25 ans de prison pour viol et assassinat. Il ne fera pas appel. L'annonce de ce verdict est un soulagement pour la famille d'Odile. 25 ans, c'est déjà une bonne chose. Pierre, père d'Odile. Je ne pense pas que je le verrai sortir, puisqu'à mon âge, je le souhaite pas toujours. Ne souhaitons pas qu'il sorte avant que je ne sois mort. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'assassinat. L'avocat d'Olivier n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Quelques années après le procès, le père d'Odile est décédé. Pour Florence, pas un jour ne passe sans qu'elle ne pense à la fin tragique de sa sœur. Elle et son mari, Yvan, ont accueilli Léana au sein de leur foyer. Ils la considèrent comme leur propre fille. Le fait d'accueillir Léana, c'était naturel pour nous. On était sa seule famille. Yvan, beau-frère d'Odile. Nous avons, nous, 2 filles. Une qui a sensiblement le même âge, une un peu plus âgée. Maintenant, c'est notre 3e fille. Elle fait partie de la famille depuis qu'elle est avec nous. Ma tante m'a hébergée et je la considère comme ma mère. Léana, fille d'Odile. Elle me soutient et elle sera toujours là pour moi. Quand elle a été en âge de comprendre, Yvan et Florence ont expliqué à Léana les circonstances de la mort de sa mère. Plus les années passaient, plus je grandissais, plus je comprenais que c'était injuste ce qui s'était passé, que mon père avait, si je peux appeler ça mon père, Olivier Touche, a aucune raison d'avoir fait cela. Le jour où Olivier Touche sortira de prison, je ne souhaite avoir aucun contact avec lui. Je ne veux plus qu'il entende parler de moi. Je ne suis absolument pas sa fille. Aujourd'hui, la seule filiation qu'accepte la jeune fille, c'est cette maman, décédée trop tôt. Il y a des personnes qui me disent que j'ai les traits du visage un peu comme elle. Après, il y a beaucoup de personnes qui me disent que je lui ressemble et ça me fait plaisir. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.